Notre talk show en forme de revue de la semaine se poursuit avec notre invité, Dr Joanne Liu, pédiatre, urgentiste à l'hôpital Sainte-Justine et professeur à l'École de santé des populations et de santé mondiale à l'Université McGill. Bienvenue officiellement parmi nous, Dr Liu. Joanne, oui. Rappelons que pendant 6 ans, entre 2013 et 2019, vous avez été présidente internationale de Médecins sans frontières, organisme pour lequel vous avez passé 25 ans au moins à travailler comme médecin en zone de conflit ou de catastrophe, en RDC, au Honduras, en Haïti, en Éthiopie, en Syrie, à Gaza, en Cisjordanie, en Ouganda, au Soudan, au Sri Lanka. En 2015, Joanne Liu, le Time Magazine vous a choisi comme l'une des 100 personnalités les plus influentes dans le monde à la suite de votre travail pour combattre l'Ebola en Afrique. Bref, vous êtes une héroïne absolue. Vous détestez quand je dis ça, mais je crois que s'il y avait plus de Dr Joanne Liu dans notre monde, on n'en serait pas là. Joanne, comment ça se fait que vous trouvez l'énergie de soigner les gens dans des zones dangereuses au péril de votre santé, Joanne? Comment vous expliquez que vous avez cet élan-là? Ma question vous embarrasse? Non, mais en fait, vous c'est n'y pas... avez jamais pensé? Non, mais c'est parce que c'est pas unique. Hein? Il y a quand même On a 65 000 travailleurs de Médecins sans frontières qui œuvrent dans 70 pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont cet engagement-là. On n'en rencontre pas beaucoup sur des plateaux de télévision Peut-être. ou à la radio. C'est peut-être pour ça que c'est impressionnant, en fait, Joanne. Mais ça a beau être pas unique. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça dans la vie? Parce que vous avez risqué votre vie à plusieurs reprises. Là, vous le racontez dans le livre que vous avez publié l'automne dernier, que j'ai lu, Joanne. Ben moi, c'est l'abnégation? Non, c'est pas l'abnégation. Moi, je veux dire, c'était cet engagement-là que j'ai depuis toujours, l'engagement pour la vie. Et puis moi, j'avais décidé d'aller en médecine parce que j'allais travailler dans ces endroits les plus improbables pour apporter des soins de santé vitaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai œuvré avec Médecins sans frontières. L'humilité, toujours. Hein? Alors, on vous accueille aujourd'hui, Joanne, pour plusieurs raisons liées à l'actualité. D'abord, le 27 mars dernier, vous avez publié une lettre ouverte dans Le Devoir où vous racontez que la conférence sur les défis du travail humanitaire que vous deviez donner à l'Université de New York, c'est votre alma mater, vous avez étudié à l'Université de New York, ça devait se passer le 19 mars. La conférence a été annulée in extremis. Vous étiez déjà arrivé à New York, en fait, quand vous avez appris quelques heures avant la conférence qu'elle n'aurait pas lieu. Quelles sont les raisons qu'on vous a données? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'étais déjà arrivée. Et puis, une fois arrivée sur place, on m'a dit que l'administration voulait me parler assez rapidement. Et donc, je les ai appelés sur le téléphone de mon ami qui m'accueillait parce que je suis cheap, j'ai pas de roaming. Et puis là, ils m'ont dit, on a regardé votre présentation, puis qu'est-ce que vous avez à dire? Non, moi, j'ai fait, ben dites-moi, moi, j'ai rien à dire, là. Donc, dites-moi, c'est quoi vos soucis? Et là, c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait de l'inquiétude par rapport à certaines diapositives, dont une qui démontrait le nombre de victimes chez les travailleurs humanitaires pendant la dernière année et que ça nommait que les victimes dans la bande de Gaza. Puis ils étaient aussi... Donc, ils m'ont dit à ce moment-là, ça pourrait être perçu comme antisémite. Et puis après ça, ils m'ont dit, vous parlez beaucoup des coupures de l'agence USAID. Oui. Et donc, ça pourrait être aussi perçu comme antigouvernemental. Ça, c'est un langage, là, permettez-moi de le dire, qui ressemble au langage de l'ex-URSS, anti-gouvernemental. Comment vous réagissez? C'est la vice-présidente à l'éducation de l'université qui vous dit ça, là. Comment vous réagissez? Bien, sur le coup, je suis en fait un peu estomaquée parce que j'y crois pas. Dans le sens, je lui dis, mais non, mais j'ai dit, c'est cool, là. Je dis, moi, c'est mon alma mater. On me réinvite après 30 ans que j'ai gradué. Ça vous a pris du temps. Commande, là, on va s'entendre, on va trouver quelque chose. J'ai dit, c'est quoi les diapositives qui vous font souci? Et j'ai dit, regardez, prenez la présentation, faites-moi une proposition de qu'est-ce que vous voulez que je nuance, qu'on regarde ensemble. Puis elle était un peu embarrassée. Puis à la fin, je lui ai proposé trois diapositives. Et elle m'a dit, bon, écoutez, je vais vous revenir. Et puis 3 heures plus tard, elle m'a rappelé pour me dire qu'au final, ils faisaient 3 heures qu'ils parlaient de ma présentation et qu'ils avaient décidé d'annuler ma présentation. Est-ce que c'est la première fois que vous vivez ce genre de censure? Ah oui.
Oui, 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 ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà, moi, manqué des présentations parce que j'ai manqué des vols d'avion, puis tout ça, mais je n'ai jamais été annulée comme ça. Ça donne une idée du climat qui règne sur les campus américains depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Pourquoi vous avez rendu cette actualité-là publique? Pourquoi vous avez écrit une lettre dans Le Devoir pour raconter ce qui s'était passé? C'est une bonne question, hein? Ça m'a pris Ouais. quelques jours. Hein? Donc, ça s'est passé le 19, c'est paru le 27. J'y ai pensé longtemps. Et c'était... Parce que je pense que c'est important que les gens saisissent où les Américains en étaient rendus. Et que pour plein de gens, ça a l'air tellement lointain, tout ça. C'est un peu comme la COVID, hein, en 2020. En Chine, il y a du monde qui porte des masques, ça se passe mal, on va mettre des cas en quarantaine, ça se passera jamais chez nous. Puis en fait, mon objectif à moi, c'était de raconter cette histoire-là pour dire aux gens, vous savez, on n'est peut-être pas loin de cette réalité-là. Moi, ce que les gens m'ont dit, c'est que... parce que j'étais quand même étonnée que les gens rentrent dans le rang assez rapidement, puis avec très peu de contestation. Puis ils me disent, ben c'est nos jobs, c'est notre recherche, c'est notre vie. Puis au bout de la ligne, c'est notre chèque de paye, notre épicerie. Nos enfants, nos familles. C'est tout ça. Et là, quand on parle de ça aux gens ici, les gens disent que je voudrais pas être dans ce Ouais. bain-là. Ouais. Et là, je voulais juste conscientiser les gens que ça peut-être venir ici. Il faut y réfléchir d'avance parce que c'est pas facile comme décision. Oui, parce que depuis son arrivée à la Maison-Blanche, là, Trump, en fait, il menace les universités américaines de couper le financement pour des raisons idéologiques. Là. 400 millions pour l'Université Columbia, en représailles pour une réponse jugée insuffisante pour protéger la communauté juive sur le campus. Au cours des derniers mois, des coupes annoncées de 510 millions à l'Université Brown pour des raisons similaires. On apprenait le 2 avril que l'administration Trump menace aussi Harvard à hauteur de 9 milliards de dollars en l'accusant de laisser prospérer l'antisémitisme. Hein. C'est toujours la raison évoquée. Bref, chaque démonstration de soutien envers la Palestine dans le conflit entre le Hamas et Israël est jugée comme un acte antisémite. Question candide, pourquoi on fait ça, Joanne? Pensez-vous? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on interdit, on censure, on menace, on crée ce climat de peur, en fait, dans les campus américains? Mais je pense que présentement, c'est un assaut sur l'académisme, c'est un assaut sur les connaissances. Et c'est une façon, à quelque part, de contrôler le message, de ne pas avoir de narratif contraire, basé sur la science, basé sur des données. Donc, c'est extrêmement, extrêmement troublant. Et donc, moi, je l'ai dit à différents moments, mais c'est important de vraiment sauvegarder l'indépendance des universités, que ça demeure ce que j'appelle un sanctuaire du savoir, mais surtout de la cohabitation d'idées différentes, de gens qui ne pensent pas pareil. C'est important. Parce que je dis toujours, moi, je vois des étudiants tous les jours à l'université, c'est que plus on vieillit, plus notre monde se rétrécit. Mm-hmm. Mais quand on est à l'université, puis qu'on se fait un petit peu bombarder par d'autres types de façons de penser, c'est important. Donc, priver une jeune génération de ça, c'est assurément, je veux dire, rétrécir son monde. Guillaume Rousseau, vous êtes prof aussi sur un campus. Ouais. Et c'est intéressant parce que grâce au travail de Léa Carrier, excellente journaliste de la presse, on a appris le 14 février dernier, d'abord, puis il y a eu un autre texte qui est paru un peu plus tard, que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, aurait enquêté sur des cours donnés dans 2 collèges montréalais, le collège Dawson et le collège Vanier, un cours sur l'appartenance palestinienne à Dawson, Joanne Liu, et un cours de littérature palestinienne à Vanier. Vous êtes au courant, Joanne Liu, de ces tentatives de la ministre oui. Derry? Vous aussi, Guillaume Rousseau? Ouais. Bon, c'est des sujets qui doivent vous concerner. Tous les deux, vous êtes professeurs. Alors, le 28 mars dernier, on a appris que plusieurs enseignants du cégep de Sherbrooke exigent la démission de la ministre Derry, puisque, selon eux, elle s'est ingérée dans les affaires académiques du collège. On fait même un lien avec vous dans un article de Radio-Canada qui est paru. Le porte-parole, Mathieu Poulain-Lamar, c'est le président du syndicat, dit qu'on ne veut pas que ce qui vous est arrivé à vous arrive ici sur les campus. C'est la même préoccupation que vous avez aussi dans ce désir de partager cette expérience que vous avez connue, là. Est-ce que l'enseignement pourrait être effectivement mis en danger sur nos campus? Bien, il n'en tient qu'à nous. Là, je pense qu'il faut faire... C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. C'est pour que les gens se conscientisent, qu'ils disent non, ça ne se passera pas chez nous, puis on va s'assurer
on met un dispositif pour sauvegarder les différents points de vue et que ça soit fait dans une façon respectueuse, mais qu'on n'ait pas peur toujours d'avoir des représailles par rapport à ça. Ce qui est important, c'est l'esprit critique, Guillaume Rousseau. C'est le lieu de la culture de l'esprit critique, là, les universités. Puis c'est compliqué, ces choses-là, surtout l'enjeu de l'antisémitisme, parce que je pense que c'est un vrai enjeu sur les campus américains, sur des campus au Québec aussi, mais on voit que Trump instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme à d'autres fins. C'est ça qui est préoccupant. La lutte à l'antisémitisme, c'est tellement une bonne cause que c'est la dernière qu'on veut voir instrumentalisée par Trump, qui, on sait, a des liens avec certains groupes de droite radicale antisémite. Donc, c'est absolument pas crédible, sa lutte à l'antisémitisme, mais il l'instrumentalise bien. C'est ça qui est plus fâchant dans l'histoire. En tout cas, c'est un des aspects très fâchants. Oui, la lutte à l'antisémitisme est dangereux, mais qu'on puisse soutenir ou qu'on veuille soutenir le peuple palestinien, ça m'apparaît tout aussi important, non? Absolument, mais c'est pour ça qu'il faut être capable d'en parler de façon posée, puis d'être capable que les gens puissent s'exprimer en se sentant en sécurité. Alors, revenons au travail humanitaire, qui est au cœur de votre vie, qui est au cœur de cette conférence que vous deviez donner à l'Université de New York. Parlons de la situation à Gaza. On a appris le 2 avril dernier, grâce à l'AFP, l'existence d'une fosse commune, Joanne Liu, où 15 secouristes ont été retrouvés dans la ville palestinienne de Rafah après des tirs israéliens sur des ambulances, là. Ces 15 nouveaux morts, Joanne, retrouvés enterrés à Rafah, portent au moins à 408 le nombre d'humanitaires tués dans le territoire palestinien depuis les attentats du 7 octobre 2023. Comment ça vous fait réagir? C'est des collègues là, qu'on tue, là. Ah, bien, c'est extrêmement bouleversant. Et puis, c'était justement la fameuse diapositive que je présentais à New York. C'était pour démontrer que, oui, il y a une tendance à la hausse sur les victimes chez les travailleurs humanitaires depuis les derniers 10 ans et que dans la dernière année, oui, c'était un des sites qui en a eu le plus, c'était dans la bande de Gaza. Ça rappelle en fait le cri du cœur de votre livre, hein? L'Ebola, les bombes et les migrants, paru l'automne dernier. On s'est parlé sur ce plateau à cette occasion. Vous racontiez le bombardement d'un hôpital, Joanne Liu, qu'un avion de guerre américain, appelé un ange de la mort, a bombardé à Kunduz, en Afghanistan, le 3 octobre 2015 parce que des médecins liés à Médecins sans frontières soignaient des patients que l'on soupçonnait être des talibans. On en est où, là, dans le cynisme de la guerre, Joanne, à l'heure actuelle? Je vais juste rectifier parce que, je veux dire, dans le droit international humanitaire, on traite tout le monde, tous les blessés. Un combattant blessé est un patient. Et ça, c'est normal, qu'il soit des forces afghanes ou qu'il soit taliban. Donc, nous, on traitait tout le monde, civil des deux côtés et aussi combattants blessés des deux côtés. C'est la mission de la médecine. Voilà. Oui. Alors, on en est où dans le cynisme? Là, on attaque les hôpitaux en Afghanistan. Là, on tire sur des... Il y a des vidéos qui sont disponibles, on peut les voir, là. Se faire tirer les ambulances qui transportent des travailleurs humanitaires. Là. Les 15 morts là, que l'on a annoncés le 2 avril dernier. On en est où, Joanne? On n'a plus de respect pour la vie, pour le travail humanitaire? Bien, je pense que le problème, pourquoi ça se passe, c'est qu'il y a une impunité totale présentement. Il y a quand même un droit international. Il devrait avoir des conséquences par rapport à ça. Ce n'est pas fait. On a passé des résolutions au Conseil de sécurité. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on normalise des choses qui sont des crimes de guerre est un problème. Et le fait que ça se fait en toute impunité, c'est le deuxième problème. Donc, tant qu'on n'aura pas le courage au Conseil de sécurité de nommer les choses et de donner des conséquences par rapport à ça, on sera dans une espèce de chaos comme on est présentement. Oui, parce que est-ce que notre indifférence à nous, est-ce que c'est un facteur dans cette histoire-là? Est-ce qu'on pourrait agir, Joanne? Est-ce qu'on pourrait protester? Est-ce qu'on pourrait se lever? Est-ce qu'on a la capacité d'agir, en fait? Mais moi, je pense qu'on a toujours la capacité de se lever puis de dire les choses et de les nommer. Moi, j'avais rêvé après Kunduz qu'on aurait lié toute la communauté médicale du monde puis qu'il aurait dit, autant que ça soit dans la bande de Gaza ou que ça soit à Montréal, un patient est un patient. Un hôpital est un lieu de guérison et ça ne peut pas être une cible. Ça, c'est la base de notre humanité commune. Parce que selon plusieurs observateurs, ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, c'est un génocide, Joanne. Il y a plusieurs... Oui, il y a des crimes de guerre, effectivement. Et après ça, ben, on va voir comment ça va être étiqueté par la suite. Oui, c'est complexe, hein? Est-ce qu'on manque d'empathie à l'heure actuelle, Joanne Liu?
Moi, je pense que c'est toujours difficile, l'empathie. C'est difficile quand on a l'impression qu'on vit des moments difficiles dans l'adversité. Je crois que quand on parle aux Canadiens moyens qui voient les tarifs, qui se fait dire qu'on va avoir des élections, qui ne savaient pas comment ça va tourner, avoir de l'empathie pour une autre personne ailleurs, dans un conflit lointain qu'on ne comprend pas tout à fait puis qui dure depuis longtemps, très difficile. Le 31 mars, toujours dans le devoir, parlons d'empathie, parce que c'est au cœur de la lettre que vous avez fait paraître. Vous avez co-signé une lettre intitulée « L'aide publique pour le développement international est une question de sécurité mondiale ». Vous avancez que la crise qui secoue le financement de l'aide publique pour le développement international, notamment les fameux 8 milliards qu'a coupé le gouvernement de Donald Trump, cette aide humanitaire, ça aura des conséquences désastreuses, Joanne Liu, pour les populations les plus pauvres, les millions de morts chez les enfants que l'on prévoit, privés de vaccins, par exemple, ou de nourriture. Pourquoi ce cri du cœur, Joanne Liu? Parce que là, on appelle les gens à être concernés par des situations qui sont lointaines, encore une fois. Là. Oui, ils sont lointaines, mais le propos de ça, puis je salue mes co qui sont à l'écoute, je crois. Oui, ils sont à l'écoute. Oui. Jean Lebel puis Gary Comminger, mes héros, c'est le fait qu'on voit présentement une érosion par rapport à l'aide publique au développement. On avait un budget de 223 milliards en 2023. Probablement pour 2025, on va avoir un budget mondial de 140 milliards. Le Canada a aussi réduit les sommes investies. Oui. En 2023-2024, c'était 8,1 milliards, c'est-à-dire 6,8 milliards contre 8,1 milliards l'année précédente. Donc, on a baissé l'aide déjà. Ah, donc, tout le monde baisse présentement. À l'aide internationale. Donc, les États-Unis, oui, mais après ça, il y a un effet d'entraînement. Les Allemands vont baisser par 30 les 40 pardon, les Belges, ça va être 25 le Pays-Bas, ça va être 25 Donc, tout le monde, c'est la tendance. Et nous, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est dire il faudrait vraiment avoir ce qu'on appelle une enveloppe minimale stable pour l'aide publique au développement. Au lieu d'avoir à passer l'Halloween à tous les 4 ans quand on change de gouvernement par rapport à l'aide publique au développement, bien, de se dire ça va rester. Parce que le développement, c'est un investissement sur la durée. Ça ne peut pas être, tributaire des cycles d'élections aux 4 ans. Si on veut qu'une population s'en sorte, on investit dans 3 secteurs de base. Nous, on dit « back to the basic ». La base, c'est la santé, l'éducation, l'agriculture. Quand on a ça, on finit par s'en sortir à un moment donné. Et le retour sur l'investissement, on le sait. Pour $1 investi en santé, c'est plusieurs dollars de retour d'investissement. Donc, on le sait aujourd'hui, c'est ça le cri du cœur, c'est qu'on va avoir des élections. Et moi, je dis aux gens, il faut garder ça. On est un pays moyen, le Canada, mais on peut donner de façon régulière. Oui, parce que vous le racontez dans la lettre. En fait, ça a des conséquences sur la santé même des Occidentaux. Pensons à la pandémie de COVID-19, qui a eu donc une origine en Asie. Ça a fait le tour du monde. Donc, si on prive les pays pauvres, c'est pas le cas de la Chine, mais des pays pauvres de soins, il va y avoir peut-être des épidémies, par exemple, qui vont rebondir jusqu'ici. Là. Ça, c'est une préoccupation qui peut sembler égoïste, mais qui est liée aussi. On est tous liés. Des conflits, Joanne Liu, des conflits, de la sécurité. Oui. On est en pleine campagne électorale, vous y faites référence. Nos collègues Céline Galipeau, Anne-Marie Dussault et Sébastien Bovet ont interviewé les 5 chefs des principaux partis en liste jeudi soir. Pierre Poilievre a affirmé qu'il couperait dans l'aide internationale, où il a dit déceler beaucoup de gaspillage. Je le cite, beaucoup de gaspillage. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a du gaspillage? Bien, moi, je ne peux pas vous dire s'il y a du gaspillage ou pas. Il y a toujours on peut toujours rationaliser des dépenses, sûrement, là, comme on peut l'en faire probablement dans mon environnement. Cela dit, arrêter de façon brusque, on sait qu'est-ce que ça donne avec USAID et ce que Trump a fait. C'est un coût humain. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès à leur traitement de maladies chroniques ou d'antirétroviraux ou de médicaments pour la tuberculose. Donc, c'est vraiment important. Mais oui, nous, le constat qu'on fait, c'est que notre sécurité est aussi liée à cette aide au développement-là. Si les gens sont soignés, si on peut détecter l'épidémie quand elle est encore juste une épidémie pour pas qu'elle devienne une pandémie, moi, j'ai toujours dit, une pandémie, c'est un choix politique.
il faut l'arrêter, il faut l'avorter où est-ce que ça commence. Mais si aussi des gens, on ne bombarde pas leurs hôpitaux et on ne bombarde pas les structures civiles, bien, ils ne partiront pas. Mais quand on bombarde le civil, il part. C'est des si réfugiés qu'on va avoir à accepter Exactement. ici. Exactement. Oui. Donc, tout est dans tout, à quelque part. On est tellement interconnectés qu'interdépendants que moi, j'ai un cri du cœur de solidarité, mais en même temps, de façon très utilitaire, c'est quand même la meilleure solution. Demain, 6 avril, vous allez participer au grand rassemblement de résistance contre les menaces de Donald Trump qui aura lieu à 13h30 au pied du Mont-Royal, près de la statue de Georges-Étienne Cartier. Pourquoi c'est important pour vous, Joanne Liu? Il va y avoir Louise Baudouin, Alain Saunier, plein de monde. Là. Vous avez co-signé cette lettre. Encore une fois, vous signez beaucoup de lettres depuis quelques semaines. Joanne. Pourquoi vous y allez? Pourquoi c'est important? Bien, parce que c'est un gros dérapage qui arrive. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que si on laisse aller ça, c'est fini l'affaire. Et donc, moi, j'y vais plus parce qu'il me dit on a besoin de quelqu'un en sciences. En fait, j'avais vraiment pas envie d'y aller, mais j'y vais parce que c'est trop important. Pour moi, je veux que nos universités demeurent un endroit où on peut apprendre, où on peut s'exprimer et on peut côtoyer d'autres points de vue. La pensée critique, c'est ce qui fait un peuple fort. Pour réagir à cet entretien ou pour répondre à la question suivante, que faites-vous pour résister au gouvernement de Donald Trump? Vous nous écrivez à toutpeutarriver@radiocanada.ca ou vous cliquez sur la bulle de conversation associée à notre émission sur la plateforme audio. Joanne Liu, merci énormément d'être avec nous ce soir. Merci.